Et qu'est-ce que vous entendez par expérience de conscience exceptionnelle? Comment est-ce qu'on va peut-être les distinguer de d'autres expériences de conscience? Et quelles sont peut-être les grandes catégories, comment est-ce qu'on les regroupe? Alors, d'habitude, on ne parle pas d'expérience de conscience exceptionnelle, on parle d'état non ordinaire de conscience. Ça, c'est ce qu'on appelle les ENOC, qui est le terme plus à la mode et qui fait suite au terme de état modifié de conscience ou état altéré de conscience. Moi, je préfère le terme d'état non ordinaire de conscience parce qu'il n'y a pas le côté pathologique, on va dire. Après, ça pose des problèmes parce que ça pose la question de pourquoi on les qualifie de non ordinaires. Bon. Donc, en fait, on les qualifie non ordinaires parce qu'ils sont plus rares, plus exceptionnels que les états, on va dire, ordinaires de conscience. Et les expériences exceptionnelles, c'est un peu pareil, elles sont définies en négatif, c'est-à-dire elles sont exceptionnelles dans la vie psychique de la personne par leur intensité. Donc, c'est des expériences qui sont très, très fortes, très marquantes. Ça ne se produit pas tous les jours. Et exceptionnelles dans la manière dont elles questionnent le rapport à la réalité. Et donc, en gros, ces expériences, on peut les définir comme des expériences lors desquelles le sujet vit une sorte d'interaction non ordinaire, voire extraordinaire avec l'environnement, qui ne rentre pas habituellement dans ces cadres de représentation de la réalité. Et donc, de manière très concrète, c'est comme si vous êtes confronté à un impossible. Voilà. Et cette expérience impossible, qu'est-ce que vous en faites? Et souvent, ça produit des affects très intenses. Donc, ça peut être très positif, une grande joie, par exemple dans une expérience mystique, ou au contraire très négatif, très traumatique même. Donc, c'est une clinique parfois traumatique. Et généralement, on se situe, comme avec le paranormal, dans le registre de ce qu'on Freud appelait l'inquiétante étrangeté. Donc, pour le dire très simplement, ce que dans les milieux académiques on appelle les expériences exceptionnelles ou anomales, il y a aussi ce terme en référence à l'anomalie, c'est une clinique du paranormal. Voilà. Et donc moi, dans mes recherches, ce que je fais, c'est que j'essaie de comprendre et d'expliquer pourquoi les gens vivent des expériences paranormales. Alors juste pour vous dire aussi, après, donc il y a une dizaine d'expériences, voilà. Et ces expériences, c'est les expériences de sortie hors du corps, les perceptions télépathiques, la clairvoyance, la précognition, enfin, ce qu'on appelle les perceptions psy, les expériences de magnétisme, les expériences mystiques, les expériences de mort imminente, enfin voilà, les sorties hors du corps. Voilà. Il y a une dizaine d'expériences sur le plan phénoménologique qui sont assez transculturelles d'ailleurs. Et comment est-ce qu'elles sont accueillies justement dans les milieux académiques et même, cliniques? Puisque je suppose qu'il y a un gros stéréotype dessus de un peu, bah, comme on dit paranormal, mais d'un peu, pas vraiment réel, c'est-à-dire que c'est compliqué de les mettre dessus, que ça sort d'un registre, que c'est une hallucination et que finalement elles nous éclairent pas vraiment ou on sait pas vraiment comment les accueillir ni même, les étudier. Il y a beaucoup de préjugés de manière générale dans la population, beaucoup de préjugés, de stéréotypes, d'incompréhension dans les professionnels de la santé mentale, de certains. Le plus classique consiste à considérer qu'une expérience paranormale serait du registre de la folie, voire du délire. Pourquoi? Parce que classiquement, par exemple, dans certaines pathologies psychiatriques comme la schizophrénie, il arrive que les patients aient des délires télépathiques. Ils vont avoir l'impression de rentrer en contact télépathique avec le président de la République à la télévision. Donc là, on est dans un champ véritablement du délire. Or, cette petite catégorie d'expériences entre guillemets télépathiques des patients schizophrènes, c'est une toute petite partie des expériences phénoménologiques du registre de la télépathie. Donc il y en a d'autres qui sont très différentes. Un exemple classique, c'est ce qu'on appelle les expériences de télépathie de crise, donc, qui sont étudiées depuis déjà à peu près 1880, notamment à Cambridge où il y avait la Society for Psychical Research, qui était un organisme qui étudiait déjà ces expériences. Entre parenthèses, il faut savoir qu'entre 1880 et 1920, toute l'intelligentsia philosophique, psychologique de l'époque s'intéresse énormément à ces expériences qui vont être satellisées ultérieurement. Et donc à l'époque, par exemple, ils vont collecter de très nombreux récits de personnes qui racontent comment, dans un rêve ou dans la journée, ils ont une sorte de vision comme ça, en lien avec une situation de crise, le plus souvent un proche qui est en situation de détresse, soit qui est blessé, qui est en train de mourir, qui est en difficulté. Et c'est comme si la personne captait à distance cet état de détresse. Donc c'est ça qu'on appelle les expériences télépathiques de crise, qui sont très différentes de l'expérience entre guillemets télépathique du schizophrène. Voilà. Et donc je prends souvent cet exemple. Voilà, une jeune femme dont le compagnon était militaire en opération extérieure, et un jour elle fait un rêve, plutôt un cauchemar même on pourrait dire, où il lui dit au revoir, il a un béret noir et quelque chose d'un peu métaphorique. Et elle se réveille un peu angoissée par ce qu'elle vient de vivre, et elle apprend peu de temps après que à cette heure-là, son compagnon est décédé. Donc là, toute la question c'est: est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est quelqu'un qui invente?
Est-ce que c'est, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a il y a une collusion par-delà l'espace et le temps entre le vécu de son compagnon et ce qu'elle a vécu elle? Voilà, donc c'est ce genre de, questions auxquelles j'essaie de répondre depuis une vingtaine d'années. Comment est-ce que justement on peut aborder ça sans tomber dans les préjugés? Comment est-ce qu'on peut venir étudier ça puisque toutes ces expériences, on les a en post-hoc, c'est-à-dire que forcément c'est le récit, on a le récit, on les a pas sur le moment avec la personne qui est dans le labo, enfin, c'est trop improbable. On a les 2, c'est-à-dire qu'on a effectivement dans l'après-coup un certain nombre de récits, donc c'est ce qu'on fait dans CIRCE, donc on a collecté comme ça des milliers de récits et dans ma thèse, j'avais, étudié en particulier, 150, à peu près 150 récits de ce type-là. Donc vous avez raison, c'est plus une analyse, je dirais, phénoménologique, clinique. Heu, je me suis beaucoup appuyé sur le référentiel psychanalytique aussi, pour sa dimension heuristique. Mais vous avez aussi des études, qui sont menées en conditions contrôlées, en conditions de laboratoire et donc la télépathie, elle est notamment étudiée par ce qu'on appelle le Ganzfeld et on place 2 personnes dans 2 salles différentes qui sont isolées et on voit si ce que regarde la une personne, par exemple une vidéo ou un film, a un impact sur une autre personne située dans une autre pièce et si la personne arrive à deviner ce que voyait la personne dans l'autre pièce. Et donc ça, c'est pas forcément connu, mais il y a des travaux, voilà, qu'on appelle la parapsychologie expérimentale. Moi, j'aime pas trop le terme parce que le terme a été extrêmement galvaudé. Mais disons qu'il y a des recherches comme ça en psychologie qui visent à tester empiriquement la possibilité de la télépathie et qui donnent lieu à des publications dans les meilleures revues de psychologie, des méta-analyses, notamment dans le Psychological Bulletin, qui, à l'heure actuelle, mettent en évidence des effets qui sont significatifs, mais qui font pas l'objet d'un consensus concernant son interprétation. Donc, pour répondre un peu à votre question de comment c'est reçu, ben, en fait, ce que savent pas la plupart des gens, notamment en France, c'est qu'en fait, il y a énormément de recherches sur ce sujet, des recherches scientifiques très sérieuses, de premier plan, publiées dans les meilleures revues de psychologie et de médecine, et qu'il y a de vraies recherches, de vrais débats scientifiques autour de ce sujet. Et c'est pas parce qu'un sujet comme ça a l'air entre guillemets non scientifique qu'on peut pas utiliser des méthodes scientifiques pour l'appréhender. Oui, parce que je suppose que l'avantage de le faire en labo, c'est qu'on peut contrôler un petit peu les variables, alors que le souci d'avoir un récit derrière, c'est qu'on peut pas savoir ce qui était vraiment vrai de ce que la personne a préfabulé ou a cru se souvenir. Enfin, ça ouvre toute une porte à des soucis. Voilà, il y a tout un problème de oui, enfin, il y a juste il y a beaucoup de reconstruction, de faux souvenirs, donc vous avez tout à fait raison. Il faut être très prudent avec, un récit, même si c'est quelque chose de quand même très important en psychologie, je pense, notamment en psychologie clinique parce qu'on travaille quasiment toujours avec le récit des patients. Mais, après quand vous voulez vraiment faire des études contrôlées, oui, il faut faire ça en laboratoire, en tout cas, il faut essayer. Et dans ces expériences, justement, est-ce qu'il y a des caractéristiques communes? Par exemple, je sais que pour les sorties de corps ou les morts imminentes, il y a une impression de surstimulation de l'environnement, enfin une surperception de l'environnement, je ne sais pas trop comment dire ça. Et vous avez parlé justement de l'étude avec la psychanalyse, enfin de vous aider des outils psychanalytiques, enfin de la théorie psychanalytique pour interpréter un petit peu tous ces récits phénoménologiques. Et je me demandais quelle est la place des archétypes là-dedans. Est-ce que justement il y a des figures, des images qui reviennent entre les récits? Quels sont les points communs qu'on peut avoir entre ces différentes expériences? Bah, sur la phénoménologie, on sait qu'il y a des traits de personnalité qui favorisent ces expériences. Donc ça, c'est ce que j'ai articulé dans un modèle que j'ai appelé le modèle de la solution paranormale. L'idée, elle est simple, c'est que dans des situations de crise de la vie, certaines personnes, trouvent une sorte de solution, de réponse psychologique automatique sous forme d'expérience paranormale. Et alors la question après, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui vivent davantage cette solution paranormale? Et là, on se rend compte qu'il y a des traits de personnalité qui favorisent ça. En particulier, ce qu'on appelle la perméabilité psychique. C'est des gens qui sont très poreux entre ce qui se passe à l'intérieur d'eux et ce qui se passe à l'extérieur d'eux. Donc, ils ont des, comme on dit en psychanalyse, ils ont des frontières mentales qui sont très poreuses. Il y a tout un ensemble de travaux, notamment de Didier Anzieux sur cette question-là. C'est des gens aussi qui ont une certaine tendance au ce qu'on appelle le contrôle interpersonnel. Ça, c'est pas psychanalytique, c'est plutôt en psychologie empirique, je dirais. Donc, parce que le paranormal et les croyances au paranormal aussi aident à avoir l'impression qu'on contrôle son environnement. Voilà. Si je pense avoir, par exemple, la capacité à faire des rêves prémonitoires, ça me donne l'impression que je peux contrôler ce qui va se passer. Ça peut permettre d'éviter des expériences traumatiques. Et puis après, il y a tout un ensemble de sous-paramètres comme la tendance à l'hypnotisabilité, ce qu'on appelle l'absorption. Voilà. Enfin, concrètement, c'est des gens qui tendent à vivre des expériences enfin des états non ordinaires de conscience, voilà, et qui vivent une expérience difficile de vie, voilà, un deuil, une perte d'emploi, une séparation, enfin quelque chose qui fait un peu effraction. Et l'expérience exceptionnelle, elle vient répondre un peu à cette difficulté. Elle permet à la personne de retrouver son équilibre. Et à la faveur de ce processus-là,
ça induit parfois aussi des processus de transformation très flagrants dans les expériences de mort imminente, de gens qui vont dire: «Mais cette expérience m'a transformé». C'est ce qu'on voit aussi dans la prise de psychédéliques, très traditionnellement. On essaie d'attribuer un rôle à ces expériences, du coup. C'est pas forcément quelque chose qui a une connexion ou une, on va dire, par exemple, pour reprendre l'exemple de la femme et de son mari qui est mort, Mmh. plus que la connexion, ce serait du coup une sorte de préparation, le rôle de l'expérience aurait une sorte de préparation pour éviter le trauma ou pour éviter la nouvelle plus tard ou, Alors ça, c'est la question de ce qu'on appelle la fonction de ces expériences, la fonction psychique. Et l'une des hypothèses qui est proposée, c'est notamment effectivement qu'une sorte de vécu prémonitoire de ce type-là, effectivement, je crois que c'est Jim Kennedy qui a amené cette hypothèse-là, ça vient préparer psychologiquement la personne. C'est-à-dire que ça c'est une sorte de dose homéopathique anticipatoire qui va aider la personne à, se protéger. Mais souvent, c'est plutôt dans l'après-coup. Souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une expérience traumatique, par exemple, vous vivez un accident de voiture très grave, et c'est tellement difficile que vous allez avoir un vécu de sortir de votre corps. Parce que si vous n'êtes pas dans votre corps, ça vous protège de ce que vous vivez dans votre corps. Et puis ensuite, par exemple, l'expérience de mort imminente, la vision d'un tunnel, d'une lumière, ça vient remplir le champ perceptif. Et donc, ça raconte toute une histoire à la personne qui lui permet de s'extraire de la situation traumatique. Après, quel est le fond de l'expérience? Alors là, vous évoquiez la notion d'archétype. Donc là, ça serait alors moi, j'ai plutôt un abord, on va dire, de ce qu'on appelle la psychanalyse orthodoxe, plutôt dans les théories de Freud. Mais vous avez effectivement, Jung, qui a développé toute une réflexion sur cette notion, ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Alors, il a une très belle notion qui est la notion de synchronicité, qu'il a repris notamment à un autre chercheur qui s'appelait Kammerer et qui l'a conduit à travailler avec un prix Nobel de physique qui s'appelait Paoli. Et donc, ils ont développé ce qu'on appelle la conjecture Jung-Paoli. Et la conjecture Jung-Paoli, c'est de supposer qu'il y a comme ça une forme de ce qu'il appelle l'unus mundus. Jung, tu as une sorte de couche première du réel qui serait composée notamment de ce qu'il appelle les archétypes. En fait, il reprend la théorie platonicienne des formes, qui viendraient comme ça s'exprimer, se manifester dans notre réalité. Et dans certaines de ces expériences, on serait confronté comme ça à des symboles récurrents qui seraient de ces registres de ces archétypes. Alors, pas dans ma thèse, mais dans mes travaux ultérieurs, et notamment dans un livre qui s'appelle Codex Anomalia, j'ai repris l'hypothèse, enfin, ce qu'on appelle la conjecture, donc Pauli-Jung, plutôt, c'est plutôt Pauli-Jung, parce que c'est plutôt Paoli, en fait, qui en est l'initiateur, telle qu'elle a été elle-même reprise et approfondie par un philosophe et physicien qui s'appelle Atman Parer. Voilà, alors c'est des choses un petit peu compliquées, parce que c'est un formalisme, il reprend des formalismes en physique quantique. Alors ça ne veut pas dire que ces phénomènes sont de la physique quantique, parce que souvent on entend ça, la télépathie, ça serait de la physique quantique. Alors moi je pense que c'est pas du tout de ce registre-là. C'est des parallèles très approximatifs en général, même si ça n'empêche pas de réfléchir à des on peut quand même y réfléchir, mais disons que souvent c'est très approximatif. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons qu'il existe des travaux, notamment d'Atman Parer, hein, qui sont des gens très sérieux, hein, qui publient dans des revues de physique tout à fait traditionnelles, des revues de philosophie, où donc on développe cette conjecture Jung-Paoli, enfin Paoli-Jung, pardon, qui repose en philosophie sur ce qu'on appelle un monisme décompositionnel à double aspect. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail maintenant, mais disons qu'il y a des modèles philosophiques qu'on développe pour essayer d'intégrer ces expériences dans notre conception de la réalité.